Les récits de guerre se concentrent généralement sur les échanges de tirs. Celui-ci commence par un ennemi silencieux, invisible et absolument impitoyable, le froid. À l'hiver 44, des soldats américains gelaient dans leur trou d'hommes. Non pas parce que les Allemands les avaient surpassés, mais parce que leur propre équipement avait échoué. We marched through the night and went up to the forward side of Bastogne and dug in, and then it snowed. Snow, cold up to your rump. We didn't have no winter clothing or nothing. That's where a third of the doggone casualties was either frostbite or trench foot, whatever you want to call it. Bad mood, a lot of snow, a lot of everything you didn't like. Cold place. Alors, ils ont construit leur propre système de survie, avec du papier, de la terre et une pure désespérance. Ils sont restés en vie lorsque le froid a rendu l'équipement de l'armée inefficace. Voyons ce qui s'est réellement passé quand la chaleur est devenue une arme que personne n'avait pensé à fournir. Le 16 décembre 1944, dans un trou d'hommes aux abords de Bastogne, un soldat américain cesse de sentir ses pieds aux alentours de 0 degré. À l'aube, il est incapable de retirer ses bottes. Ses doigts ne plient plus. Il est resté coincé dans ce trou gelé pendant 36 heures d'affilée, sans relève, sans rotation, sans échappatoire. Quand on finit enfin par le retirer de la ligne, 3 jours plus tard, le médecin regarde une seule fois et saisit la scie. Ce n'est pas une blessure de combat. C'est ce qui arrive quand l'armée américaine envoie 71 000 hommes dans l'un des hivers les plus froids d'Europe, sans équipement capable d'y résister. We didn't have enough ammunition. We didn't have enough warm clothes. Some men actually got on the trucks and left for Bastogne and didn't have a rifle. Cela représente 4 divisions entières perdues, non pas à cause des balles allemandes, mais à cause des gelures, du pied de tranchée et de l'hypothermie, des blessures que les propres enquêteurs de l'armée qualifieront plus tard de largement évitables. Et c'est là que cette histoire devient vraiment remarquable. Les hommes qui ont survécu ne l'ont pas fait parce que le système les protégeait. Ils ont survécu malgré eux. Ils ont dû improviser sur le terrain, réinventant silencieusement les règles de la survie par grand froid. Les journaux sont devenus des couches isolantes. Les matériaux trouvés sur place ont servi de litière. La chaleur corporelle partagée est devenue une véritable ligne de vie. Pris individuellement, ces gestes peuvent sembler presque ridicules. Mais dès qu'on comprend la physique qui se cache derrière, ils deviennent d'une logique implacable. J'ai passé des mois à fouiller les archives militaires, les rapports médicaux d'après-guerre et des documents déclassifiés de l'intendance militaire. Reconstituer comment des soldats ont réussi à rester en vie, alors même que l'équipement qui leur avait été fourni aggravait en réalité les blessures liées au froid. Le froid est devenu un ennemi à part entière et les hommes sur le terrain ont dû trouver leur propre tactique pour le combattre. Et tout commence par une question qui a hanté chaque enquête menée après la guerre. Comment l'armée la plus avancée au monde a-t-elle pu se tromper à ce point ? La réponse se résumait à 2 équipements qui ne fonctionnaient pas. Les troupes britanniques ont combattu dans les mêmes forêts belges, dans les mêmes conditions glaciales et ont affronté les mêmes nuits en dessous de 0. Leur taux de blessures liées au froid était presque nul. Même guerre, même hiver, résultat complètement différent. Les soldats américains portaient la veste de campagne M 1941, la veste Parsons, que les tests de l'armée avaient confirmée comme étant trop légère pour les climats au froid. Les ingénieurs le savaient, ils avaient déjà développé le modèle amélioré M 1943. Mais la distribution avançait au ralenti pendant que le front progressait à toute vitesse. Les hommes gelaient en attendant des vestes restées dans des dépôts logistiques à des centaines de kilomètres derrière la ligne de front. Les bottes posaient un problème encore plus grave. Les bottes de combat standard, portées avec les 2 ou 3 paires de chaussettes en laine recommandées par l'armée, ont créé un véritable piège mortel. Non pas parce que les chaussettes étaient mauvaises, mais parce que les bottes étaient conçues pour une seule paire de chaussettes. Ajouter des couches signifiait compression. La compression signifiait une circulation sanguine réduite. Et une circulation réduite, sous des températures négatives, signifiait la mort des tissus.
Le pied de tranchée n'était pas simplement une blessure, il était détruit. Les pieds gonflaient jusqu'à ce que la peau se fissure, devenait violet puis noire. L'odeur annonçait la gangrène avant même que le médecin ne la confirme. Des milliers d'amputations et des milliers d'autres soldats laissés avec des lésions nerveuses permanentes, incapables de marcher sans douleur pour le reste de leur vie. Suivre les consignes officielles a empiré la situation. Les hommes avaient besoin de solutions qu'aucun dépôt logistique ne pouvait leur fournir. Alors ils ont commencé à chercher partout où ils le pouvaient. Et les solutions qu'ils ont trouvées venaient de certains des endroits les plus inattendus. Un inspecteur général arrache des pages d'un tract de propagande allemand. Il froisse chaque morceau, les glisse soigneusement à l'intérieur de la doublure de sa veste, le long de ses jambes, puis les enroule autour de ses pieds, à l'intérieur de ses bottes trop serrées. Partout en Europe, sur chaque position américaine gelée, les soldats ont découvert quelque chose de surprenant. Le papier, abondant, jetable et apparemment inutile, pouvait en réalité vous sauver la vie. La raison est purement physique. Froissez du papier et vous créez des milliers de minuscules poches d'air. Or, c'est l'air lui-même qui isole, pas la laine, pas le coton, même pas les plumes. Ces matériaux ne font que piéger l'air sur place, empêcher qu'il ne circule et stopper les pertes de chaleur par convection. Ces chambres microscopiques, créées dans le papier journal froissé, font exactement la même chose. Pendant la Grande Dépression, les équipes de construction bourrèrent du papier journal sous les planchers et derrière les murs lorsque les familles ne pouvaient pas se permettre une véritable isolation. Désormais, ces techniques de survie ont été transposées au champ de bataille, mises en pratique par des hommes qui comprenaient ce dont ils avaient besoin, même lorsque l'armée était incapable de le leur fournir. Mais le papier avait un défaut fatal. L'eau, mouillée par la pluie, la neige, la condensation, ou même votre propre sueur, ces poches d'air s'effondraient. L'isolation disparaissait en quelques minutes dans l'hiver européen perpétuellement humide. L'isolation en papier nécessitait donc un remplacement constant. Les soldats fouillaient sans relâche. Journaux allemands, magazines français, tout ce qui était imprimé devenait un équipement de survie potentiel. Le papier pouvait garder votre torse au chaud, mais il ne protégeait pas du véritable danger, le sol. Allongez-vous sur une terre gelée et vous n'avez pas simplement froid. Vous êtes littéralement vidé de votre chaleur. La chaleur ne s'échappe pas seulement dans l'air, elle est transmise directement par contact. Votre corps contre le sol gelé crée une véritable autoroute thermique par laquelle les calories s'échappent par conduction si rapidement que l'hypothermie peut s'installer en moins de 2 heures. C'est alors que les soldats ont appris à lire le terrain comme des ingénieurs. Trouver de la paille, c'est une isolation de premier choix. Pas de paille? Les branches de pin font l'affaire, les feuilles sèches, l'herbe des prairies, tout ce qui crée du volume, tout ce qui permet de capturer une couche d'air entre vous et le sol. Cette technique avait un nom, le piège thermique au sol. Bien réalisée, elle permettait de dormir sur une terre gelée sans mourir. Mal réalisée, vous vous réveillez en hypothermie, si tant est que vous vous réveillez. Les vétérans ont mis au point une méthode, rassembler une grande quantité de matière, l'étaler sur environ 15 cm d'épaisseur, la comprimer légèrement pour tester sa résilience, ajouter ensuite une seconde couche d'environ 15 cm perpendiculaire à la première. Cette superposition croisée empêchait la formation de canaux de compression par lesquels le froid pouvait s'infiltrer. Ce n'était pas la matière organique en elle-même qui vous gardait au chaud. C'étaient les minuscules poches d'air emprisonnées à l'intérieur. Exactement le même principe que le papier, mais à une plus grande échelle. Ces espaces d'air créaient des ruptures thermiques qui ralentissaient suffisamment la perte de chaleur pour que votre corps maintienne sa température centrale tout au long de la nuit. Quand vous ne trouviez pas de matière organique, vous ingénieriez littéralement la terre elle-même, superposer des couches de sol de manière délibérée pour créer des poches d'air entre les strates. Piéger toute la chaleur géothermique qui remonte du sol tout en maintenant votre corps à distance de la croûte gelée en surface. Ceux qui savaient vraiment travailler avec le froid ont alors franchi l'étape logique suivante. Ils se sont enfoncés sous terre. Un abri creusé n'est pas seulement une protection contre l'artillerie. C'est une véritable machine thermique souterraine. La température n'y est pas chaude, mais stable. La masse de la Terre agit comme une batterie géante. Elle conserve la moindre chaleur qu'elle possède, pendant que l'air en surface varie brutalement entre le jour et la nuit. À seulement 1 mètre de profondeur environ, la température du sol change à peine.
La terre elle-même devient une isolation, vous protégeant du pire du froid. Mais la réussite dépendait de la lecture du terrain. Un sol crayeux signifiait la survie. Il drainait bien l'eau, restait sec et vous donnait une chance de tenir. L'argile, en revanche, signifiait l'inverse. Elle retenait l'eau, ne drainait jamais et créait un froid humide qui provoquait le pied des tranchées plus vite que l'air libre. Les soldats ont appris à lire le sol comme un géologue, leur vie dépendant de leur capacité à distinguer un bon terrain d'un mauvais simplement en l'observant ou en le ressentant sous leurs bottes. Les Allemands ont fini par transformer cela en doctrine officielle. Ils appelaient cela Feldmäßiger Ausbau ou construction de campagne. L'idée était simple, construire avec ce que le terrain vous offre, bois, tourbe, sable, pierre. Il ne s'agissait ni de design ni de préférence. C'était de l'ingénierie pratique entièrement façonnée par la réalité d'une chaîne d'approvisionnement étirée et peu fiable.